Madame la ministre, vous êtes à Washington, D.C. dans le cadre d'un partenariat avec la Howard University dans la lutte contre la drépanocytose. En quoi consiste ce partenariat et quelles sont les retombées attendues pour les populations congolaises? Voilà, donc nous sommes en séance, en mission de service ici aux États-Unis dans le cadre d'un partenariat avec Howard University et le NIH dans le cadre de la lutte contre la drépanocytose. Cette mission de service ne concerne pas seulement le ministère de la Santé et de la Population, mais aussi le ministère de l'Enseignement supérieur de la République du Congo, parce qu'il s'agit justement de concrétiser des partenariats dans le domaine de la recherche, de la formation, de l'échange d'expériences et de la prise en charge de la drépanocytose. Il faut savoir que cela fait suite à la visite du chef de l'État en 2014 qui a visité le NIH et de la première dame du Congo, qui est la marraine d'ailleurs de la lutte contre la drépanocytose, qui a initié les accords avec Howard University et l'association contre la drépanocytose ici aux États-Unis, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir aspirer à des financements de la part de Howard University, mais aussi de renforcer les échanges que nous avons avec Howard University. Les retombées sont immédiates. Il faut dire que le Congo a investi depuis plusieurs années dans la lutte contre la drépanocytose du fait de la forte prévalence qu'il y a dans notre pays. Je me permets de donner quelques chiffres, notamment 25% de la population est hétérozygote et puis 2% monozygote, ce qui est assez important. Mais ça ne concerne pas seulement le Congo, ça concerne un peu la sous-région Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, la RDC. Et donc c'est une priorité de santé publique dans notre pays. Et donc le Congo a investi, a construit un des centres les plus modernes qui existent aujourd'hui en matière de lutte contre la drépanocytose, avec un plateau technique important, est en train de former du personnel et dispose du personnel de très haut niveau au sein de ce centre. Il faut maintenant que ce centre monte en puissance, même si déjà on peut dire que c'est un centre qui reçoit plus de 6 000 malades, plus de 6 000 patients, je dirais, par an. Donc il est ici question de travailler avec Howard University pour que ce centre, qui a une vocation sous-régionale, puisse jouer entièrement son rôle et à terme devenir un centre de référence en Afrique. Alors, parlons de l'épidémie d'Ebola qui frappe votre voisin, la République démocratique du Congo. Comment est-ce qu'on vit la situation dans votre pays et quelles sont les dispositions, on l'imagine, que vous avez prises pour réduire les risques de propagation de la maladie? L'épidémie d'Ebola qui sévit en RDC a été d'ailleurs une alerte pour toute la sous-région, pas seulement pour le Congo, ce qui a fait de réactiver des plans de contingence qui existent déjà dans la sous-région, notamment avec la République démocratique du Congo et avec la République centrafricaine. Mais le Congo, comme vous le savez, est en première ligne du fait en réalité de ce fleuve commun que nous avons et de la proximité de nos populations. Nous avons les mêmes marchés, les mêmes structures de santé et nous fréquentons parfois les mêmes écoles. Donc quand l'épidémie s'est déclarée en Bandaka, le gouvernement congolais a déployé des équipes tout au long de la frontière pour prendre des mesures préventives, ce qui nous a permis d'empêcher l'importation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre pays. Mais nous avons surtout travaillé sur l'amélioration de la capacité de nos laboratoires, y compris avec l'appui du Fonds mondial, l'acquisition d'un laboratoire P3. Nous avons également renforcé notre programme de surveillance
épidémiologique avec la mise en place d'une équipe d'urgence qui est prête à être déployée à tout moment, et nous menons des activités de surveillance. Les médecins chefs des districts sanitaires qui sont sur le terrain en permanence ont été formés à détecter et à signaler toute menace, hein, ou toute suspicion d'épidémie ou d'importation de la maladie. Nous travaillons également en collaboration avec la RDC. Des équipes congolaises vont régulièrement en RDC et ont même travaillé à appuyer le pays voisin. Et donc, nous nous tenons au courant de l'évolution de la maladie en RDC. Alors, votre pays a été récemment distingué par la fondation Kalissa Ikama pour la lutte contre le cancer. Qu'est-ce qui a fait votre succès dans la lutte contre cette maladie pour avoir une telle distinction? Le Congo travaille depuis plusieurs années dans la lutte contre le cancer. C'est l'occasion de mentionner ici l'université Marien Ngouabi, qui est également connue pour former des cancérologues de très haut niveau, pas seulement congolais, mais au niveau africain. Et le Congo a également travaillé au sein et évolué au sein des différentes associations internationales, la LIAM et les autres associations internationales de lutte contre le cancer, mais surtout au niveau national, où des campagnes de sensibilisation, de communication très intenses ont été menées, des campagnes de prévention, mais aussi des campagnes donc de vaccination contre les cancers du col de l'utérus. Nous sommes en train de travailler avec Gavi pour que ce vaccin soit introduit dans notre programme national de vaccination, de manière à ce qu'il devienne un vaccin de routine, hein, pour les jeunes filles au Congo. Le Congo a également fait des investissements importants en matière d'équipements de dépistage du cancer. Nous avons également travaillé à améliorer le dépistage et le traitement des cancers pédiatriques, que ce soit au niveau du CHU de Brazzaville, mais surtout au niveau de la deuxième ville, qui est la ville économique, Pointe-Noire. Et nous avons mené des campagnes comme celles qui viennent de se terminer au mois d'octobre, Octobre Rose, où il y a une grande campagne de sensibilisation qui a mobilisé énormément de personnes et de personnalités pendant un mois pour la lutte des cancers touchant la femme, les cancers du sein et des cancers du col de l'utérus. En ce moment même, nous sommes en pleine campagne pour le mois de février de lutte contre les cancers. Et sur le plan pratique, nous avons conclu des partenariats avec des laboratoires, notamment le laboratoire Roche, qui nous accompagne grâce au plaidoyer de la Première Dame pour améliorer l'accès des médicaments anticancéreux à nos populations. Au Congo, une grande partie des médicaments anticancéreux sont gratuits. Donc ça a été déjà un poids de moins pour les familles qui n'abandonnent plus le traitement faute de médicaments. Nous avons, les actions sont nombreuses que nous pourrions citer, elles ne sont pas exhaustives, mais nous menons une campagne importante au niveau de notre pays et le gouvernement a mis les moyens qu'il fallait pour que la lutte contre les cancers devienne une priorité dans notre pays. Un mot sur la lutte contre le sida qui reste un problème mondial, une épidémie qui frappe de nombreux pays et l'ONU-SIDA envisage, poursuit les objectifs 90-90-90 pour la lutte contre cette maladie. Quelle est déjà la situation chez vous en termes épidémiologiques et puis qu'est-ce que le gouvernement fait pour lutter contre cette maladie? Au niveau de la République du Congo, la prévalence au niveau général est légèrement en baisse, mais au niveau des populations à risque, elle est en augmentation. C'est pour cela que nous sommes focalisés également sur ces personnes, ces populations à risque.
Mais nous avons connu des grandes évolutions ces dernières années, notamment grâce à l'appui du Fonds mondial ou de l'ONU-SIDA et de l'OMS d'ailleurs, que je n'aimerais pas oublier. Nous avons dorénavant garanti le médicament et les antirétroviraux plus spécifiquement à nos populations pour les 2 à 3 ans à venir. Donc depuis plus de 2 ans, nous n'avons pas de rupture d'antirétroviraux. Nous travaillons nous nous focalisons sur l'amélioration du dépistage et nous espérons également améliorer le domaine de la communication qui, lui, effectivement, subit un peu les effets de la crise puisque nous préférons prioriser le dépistage, le suivi de la charge virale, l'accès aux médicaments. Mais au Congo, l'accès, en tout cas la prise en charge des malades ou des personnes vivant avec le VIH est totale, donc à 100%. Quelles sont les actions menées en direction de cette catégorie? Concernant les populations à risque, nous avons adopté une approche plutôt communautaire, donc travailler avec les associations elles-mêmes de personnes travaillant dans le domaine du sexe ou dans les populations ayant le sexe avec les personnes de même sexe. Et nous les associons à toutes les activités, à toutes les décisions que nous prenons qui les concernent. Ce qui a permis d'améliorer d'abord l'acceptabilité des politiques nationales en matière de lutte contre le sida par ces personnes et améliorer la sensibilisation. Donc elles sont plus impliquées, nous les consultons régulièrement et elles travaillent avec nous. Donc elles ont même accepté de mener l'enquête avec nous sur la prévalence au sein de ces populations. Et dernière question, on va parler de la couverture sanitaire universelle, une thématique très chère au directeur général de l'OMS. Quel est le taux de couverture au niveau du Congo-Brazzaville et qu'est-ce que vous faites pour améliorer cette couverture qui, on l'imagine, n'est pas encore totale? Au niveau du Congo-Brazzaville, je tenais à rappeler que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a été parmi les premiers chefs d'État à institutionnaliser les soins de santé primaires. Dès 1992, il existe une loi dans notre pays qui organise les soins de santé primaires. Et donc, déjà un pas vers la couverture sanitaire universelle. Nous y travaillons parce que depuis, il s'est attelé à ce que les territoires s'amoyaient de structures de santé, que ce soit de premier niveau ou de niveau tertiaire. Et aujourd'hui, le défi reste celui de la disponibilité des ressources humaines à l'intérieur du pays. Donc nous avons travaillé, depuis 2018, nous avons un nouveau plan national de développement sanitaire au sein duquel la couverture sanitaire universelle est une priorité. Et donc nous avons un programme de revitalisation des districts sanitaires qui s'attaque justement aux soins de santé primaires en s'assurant qu'il y a non seulement du personnel, des structures de santé, que les plateaux techniques sont améliorés, pour dire tout simplement que chaque Congolais puisse avoir une structure de santé de qualité à quelques minutes de marche de son domicile. C'est ce à quoi nous nous attelons et nous avons pour cela l'appui de nos partenaires. Nous avons également travaillé à opérationnaliser l'assurance maladie universelle pour pouvoir lever la barrière financière à l'accès aux soins de santé. Et nous espérons qu'en 2019, cette assurance maladie universelle sera opérationnelle. C'est en tout cas une promesse faite à nos populations par le chef de l'État lui-même. Et au Congo, le vice-premier ministre en charge de la sécurité sociale pilote ce dossier pour que nous puissions arriver à l'opérationnalisation par palier de l'assurance maladie universelle au cours, en tout cas, du premier semestre de l'année.